Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la DSN. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marine Mallet, je suis conseillère employeur à l'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Je serai accompagnée aujourd'hui de ma collègue Marine Millier qui s'occupera de la partie chat et qui vous permettra du coup de poser l'ensemble de vos questions au fil de l'eau. Concernant les sujets et les questions, merci de bien vouloir poser des questions sur le sujet du jour, donc en l'occurrence la DSN, et de ne pas déconnecter en fin de présentation puisque nous vous demanderons de bien vouloir répondre à un petit sondage. Bien entendu, comme d'habitude, nous vous adresserons le support de présentation ainsi que la foire aux questions par mail courant de semaine prochaine et consacrerons un petit temps d'échange en fin de présentation. Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, au sommaire, nous verrons dans un premier temps les généralités de la DSN mensuelle, le signalement d'arrêt et, en dernier lieu, le suivi de vos signalements d'arrêt. Donc, nous allons commencer par des généralités et pour rappel, vous indiquer ce que c'est la DSN. Donc, la DSN, comme vous le savez, elle a été généralisée depuis le 1er janvier 2017 et instaurée par la loi de simplification de 2012. Elle est obligatoire et il faut savoir que les signalements d'événements via ce dispositif est une formalité tout autant obligatoire que la transmission de vos DSN mensuels. Cette déclaration est basée sur un échange informatique et c'est une déclaration en ligne qui se fait tous les mois. Elle repose sur une transmission unique, mensuelle et dématérialisée et repose sur deux types de données, les informations issues de la paie transmises chaque mois et les signalements d'événements que vous effectuerez au fil de l'eau. Donc là, on a en image le principe de la DSN, puisque donc nous avons vous en tant que déclarant ou tiers déclarant, avec donc un logiciel de paie compatible à la norme NeoDS, la possibilité de faire la DSN mensuelle, donc avec les données issues de votre paie et les signalements d'événements, donc arrêt de travail que vous effectuez au fil de l'eau et se rematérialisera suite donc à vos données, différentes déclarations dans les différents organismes que vous pouvez voir à l'écran. Donc, nous allons voir un peu plus en détail le fonctionnement de la DSN mensuelle. Donc, la DSN mensuelle, pour rappel, c'est la photo de paie de toute l'entreprise et surtout de tous ses salariés. C'est une démarche globale qui se fait tous les mois, toute l'année à destination des différents organismes. À noter que nous, en tant que CPM, nous ne sommes pas destinataires de celle-ci et n'avons donc aucune visibilité concernant vos DSN mensuels. La DSN mensuelle reprendra toutes les informations concernant la rémunération, les contrats de travail, l'activité, les salariés ou encore les changements éventuels. Et c'est tous ces éléments qui nous permettront de créer un historique auprès de vos salariés. Donc, l'ADN-SEN mensuel, c'est une déclaration qui se fait en ligne directement et qui est issue donc des logiciels de paie, qui transmet donc, comme je viens de vous l'indiquer, les informations sur vos salariés. Elle s'effectue via deux modes, le dépôt d'un fichier EDI à la norme en vigueur sur Net Entreprise ou en machine to machine, c'est-à-dire directement via votre logiciel de paie. Cette DSN mensuelle doit nous être transmise le 5 avant midi pour les entreprises mensualisées ou le 15 après-midi pour les autres. Concernant la DSN mensuelle en pratique, il y a des attentions à avoir, notamment sur les blocs rémunération et primes. Donc, à savoir qu'il faut bien vérifier le paramétrage donc, des éléments de salaire, à savoir le salaire de base, le salaire rétabli ou encore l'activité discontinue ou standard. Donc, cette notion a une importance particulière, notamment pour les périodes de paie, puisqu'il faut savoir que les périodes de référence se généreront par rapport au statut que vous avez indiqué, à savoir que, par exemple, en maladie, pour une activité standard, nous aurons besoin de 3 mois, alors que pour une activité discontinue, nous aurons besoin de 12 mois. Vigilance aussi particulière concernant les primes, concernant du coup le montant, la date de versement, mais aussi la périodicité de celle-ci, puisque comme vous le savez, en accident de travail, nous avons besoin que l'ensemble des primes versées sur l'année glissante M-1 remonte sur l'attestation de salaire. C'est pourquoi il faut avoir une vigilance particulière.
Nouveauté aussi, mais je pense que vous le savez, dorénavant, lorsqu'il y a une nouvelle embauche, vous ne devez rétablir que sur le mois de l'embauche. C'est-à-dire que tous les mois précédant le mois de l'embauche doivent ressortir à zéro. Et si l'attestation n'est pas suffisante pour l'ouverture de droit de votre salarié, nous nous retournerons alors vers votre salarié pour obtenir des éléments complémentaires et étudier son droit ou non à l'indemnité journalière. Concernant les modifications maintenant des informations de vos salariés sur le bloc individu et le bloc changement, il faudra être vigilant sur les changements de situation, notamment lors du passage d'un NTT à un numéro de sécurité sociale définitif. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est le NTT? Le NTT, c'est le numéro technique temporaire que vous devez utiliser pour un salarié lorsqu'il ne possède pas de numéro de sécurité sociale au moment de l'émission de votre DSN mensuel. Il faudra le créer et permettra du coup d'avoir une solution transitoire le temps que le salarié puisse obtenir son numéro de sécurité sociale définitif. Cette période transitoire a un délai maximal de 3 mois. Concernant donc la création du NTT, donc il faut savoir qu'il commence par 1 ou 2 selon le sexe de votre salarié et doit être ensuite suivi du SIREN de l'entreprise et d'un identifiant unique et pérenne du salarié qui sera donné par vous-même, à savoir que le NTT peut varier entre 11 et 40 caractères et que bien entendu ce numéro n'est à utiliser que pour vos DSN mensuels puisque comme vous le savez, pour un numéro provisoire ou un NTT, vous ne pouvez pas émettre de signalement arrêt. Lorsque c'est le cas du coup, eh bien, la seule solution pour nous envoyer une attestation de salaire, c'est de le faire au format papier, puisque même sur Net Entreprise, vous ne pouvez pas saisir ni un NTT, puisque c'est un numéro qui vous est propre, ni un numéro provisoire. Cependant, ça a une importance particulière, puisque ça permettra de créer un historique à votre salarié, et lorsqu'il obtiendra un numéro définitif, il conviendra du coup de l'enrichir dans votre DSN afin de pouvoir chaîner l'historique qui a été constitué sur son NTT. Important aussi, en cas de mariage ou divorce, il convient de le reporter sur votre DSN mensuel et du coup de vous reporter au mode d'emploi de votre éditeur. Concernant les réflexes maintenant en paix, notamment pour les contrats, il est important d'avoir une vigilance sur les périodes. Il convient de les fermer et de renseigner une date de début et une date de fin pour les contrats, les congés payés ou encore les absences en cas d'arrêt. Important, en cas de changement de contrat sur la période de référence, le système DSN va désormais chercher les heures et les rémunérations des anciens contrats. C'est la raison pour laquelle vous devez clôturer l'ancien contrat et faire la liaison entre les contrats par le bloc 41. Une fois ces deux conditions réalisées, le système ne considérera plus votre salarié comme un nouvel embauché, mais pourra ramener les heures réellement travaillées et les rémunérations perçues sur la base de référence. C'est pourquoi le bornage de chaque période permet de garantir la continuité de l'historique en transmettant les changements de vie du salarié dans votre système DSN. Et ça a aussi une importance particulière pour les attestations au-delà de 6 mois, puisqu'à contrario, si vous fermez mal, par exemple, une absence en cas de maladie, il faut savoir qu'en DSN, vous avez une attestation au-delà des 6 mois qui se génère automatiquement au bout de 4 mois d'absence. Donc, si vous ne bornez pas correctement les périodes d'absence, nous risquons, nous, d'avoir des attestations adressées à tort pour l'ouverture des droits au-delà de 6 mois. Nous allons maintenant voir aussi un autre point de vigilance concernant l'identification, puisque sur votre DSN mensuel, donc dans votre tableau de bord DSN, vous avez le bilan d'identification des salariés. Ce bilan d'identification a une importance particulière puisque ça va vous permettre de vérifier les éléments que vous avez saisis en paix et les éléments que nous avons, nous, en notre possession auprès du SNGI. Si vous avez saisi des éléments erronés et que l'erreur du coup vient de votre saisie, il conviendra d'effectuer bien entendu les rectifications nécessaires et de pouvoir du coup le régulariser lors de votre prochain envoi de DSN mensuel. En revanche, si l'anomalie ne vient pas de votre saisie mais de nos services, il
conviendra de demander à votre salarié de se mettre en relation avec nos services afin de pouvoir remettre à jour sa situation. Aujourd'hui, les anomalies que vous allez trouver donc juste là à mon écran, hein, vous avez du coup, vous voyez le contrôle de l'identité des salariés et vous avez un bilan de traitement. Pour rappel, lorsque vous avez un bilan de traitement, il faut absolument aller cliquer dessus et aller consulter le contenu de celui-ci. C'est là-dedans, hein, du coup, que vous verrez la transposition entre les éléments que vous saisissez et les éléments qui sont en notre possession. Aujourd'hui, ce n'est pas bloquant. Cependant, il est important d'avoir une vigilance importante dès aujourd'hui. Pourquoi? Puisque ça peut le devenir. Donc, il faut vraiment fiabiliser l'ensemble de vos données, notamment sur le bilan aussi d'identification de vos salariés. Donc, on va maintenant passer dans le vif du sujet, à savoir du coup les signalements d'arrêt et les bonnes pratiques, hein, puisque ce sont bien ces signalements qui, eux, sont à notre destination, ce qui n'était pas le cas pour rappel de votre DSN mensuel, hein, puisque nous ne recevons pas votre DSN mensuel, mais vos signalements matérialisent en caisse une attestation de salaire. Donc, il faut savoir que du coup, ce signalement va vous permettre tout simplement de nous informer d'un arrêt par rapport à un motif, maladie, maternité, paternité ou encore accident du travail. Et vous devrez de votre côté saisir sur le signalement le motif de l'arrêt, la date de dernier jour de travail, les dates de subrogation ou encore la date de reprise prévisionnelle ou une date de reprise anticipée s'il y en a une. Comment ça marche? Eh bien, dès la connaissance de l'arrêt, et j'insiste bien sur la connaissance de l'arrêt, il faut nous signaler tout arrêt initial, même pour les arrêts inférieurs à 3 jours, hein, puisqu'il faut savoir que dans le cadre d'une affection longue durée, par exemple, il n'y aura pas forcément de carence retenue. Donc, c'est la raison pour laquelle, même pour un arrêt de moins de 3 jours, vous devez nous adresser un signalement et vous devez le faire dans les 5 jours suivant la connaissance. Donc là, c'est indiqué le début de l'arrêt, mais c'est surtout suivant la connaissance de l'arrêt. À partir du moment où votre salarié vous signale qu'il est en arrêt, nous vous invitons vivement à le faire dès que possible pour pouvoir ensuite derrière payer le plus rapidement possible les indemnités journalières. En cas de prolongation, attention, il conviendra bien entendu d'enrichir votre logiciel de paie et votre DSN mensuelle suivante sur la prolongation de l'arrêt maladie, mais il ne faudra en aucun cas émettre un nouveau signalement. Nous, à partir du moment où vous avez fait une première attestation, nous ne sommes pas en attente d'une seconde attestation pour une prolongation. D'accord? Et en cas d'arrêt de plus de 6 mois, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'attestation se générera automatiquement au bout de 4 mois d'inactivité. Donc, de votre part, un seul signalement suffit pour l'arrêt initial et pour toute prolongation, il conviendra simplement de décaler la date de reprise prévisionnelle dans votre logiciel de paie. Concernant le dernier jour de travail maintenant, donc c'est un point assez sensible puisqu'on a encore pas mal d'attestations rejetées aujourd'hui pour ce motif. Donc, pour rappel, si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe la veille. Donc, dans l'exemple, on voit que votre salarié a été absent le 15 février au matin. Le dernier jour de travail sera alors dans cette situation le 14 février. Que ce soit un jour férié, des congés, un week-end, peu importe, c'est forcément la veille. En revanche, si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail à ce moment-là sera le jour de la prescription. Donc là, votre salarié a travaillé le 15, son médecin lui prescrit un arrêt à compter du 15, le dernier jour de travail sera bien le 15, puisqu'il faut savoir que toute journée commencée n'est pas due par l'assurance maladie. Concernant donc la subrogation, encore un autre point important à souligner, il convient d'indiquer la période maximale à la convention collective dont dépend votre salarié et surtout ne pas se limiter aux dates d'arrêt. Pourquoi? Puisque si vous vous limitez aux dates d'arrêt et qu'il vient à y avoir une prolongation, d'une part, vous allez être obligé de faire une attestation rectificative ou une DSN annulaire en place pour pouvoir décaler les dates de subro, mais c'est surtout que le temps
d'effectuer cette attestation ou ce flux, nous, on risque de payer à l'assuré. Et il faut savoir que tout paiement intervenu à l'assuré suite à des dates de subrogation erronées ne seront pas récupérés par l'assurance maladie. Nous ne pratiquerons pas un indu et vous devrez de ce fait-là récupérer vous-même les sommes auprès de votre salarié. C'est pourquoi il convient dès la première attestation d'indiquer les périodes maximales, sachant qu'à partir du moment où nous n'avons plus de prescription médicale, eh bien, nous arrêtons l'indemnisation. Ensuite, en cas de reprise de travail, donc il y a deux possibilités. Une reprise normale, donc à la fin d'un arrêt de travail. À ce moment-là, il conviendra d'indiquer la date de reprise dans votre logiciel de paie et vous n'avez pas de signalement à nous faire. Ou alors une reprise par anticipation. Et à ce moment-là, en effet, il conviendra de nous faire un signalement reprise anticipée afin que l'on puisse stopper l'indemnisation, que ce soit en subro ou non, mais qui nous permettra du coup de stopper l'indemnisation au jour de la reprise. Là, dans l'exemple, on a un salarié qui est en arrêt du 3 février au 20 février. Il reprend le 18. Il conviendra de nous faire un signalement de reprise anticipée dès le 18 pour que l'on puisse stopper son indemnisation. Nouveauté, enfin plus c'est depuis un petit moment, mais c'est quand même important de le souligner. Lorsque vous effectuez un signalement pour le risque professionnel, automatiquement aujourd'hui, vous avez 2 attestations qui se génèrent. Puisque pour rappel, auparavant, quand vous nous adressiez, une attestation accident du travail ou un signalement, DSN, on vous demandait bien souvent de nous faire aussi un signalement ou une attestation au risque maladie pour pouvoir verser une IJ provisionnelle à votre salarié le temps de l'investigation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisqu'à partir du moment où vous faites un signalement pour le risque accident du travail, une attestation maladie se générera automatiquement en base et nous permettra du coup de payer l'IJ provisoire directement et à défaut d'effectuer une régularisation automatique s'il y a reconnaissance ou non de l'accident du travail. Mais ça aussi, petit point de vigilance, lorsque vous faites une déclaration d'accident de travail, il convient d'effectuer de suite l'attestation de salaire au motif accident de travail et ne pas attendre la décision de la caisse, puisqu'après on perd du temps sur l'indemnisation ou alors on ne peut tout simplement pas verser d'IJ provisionnel à votre salarié s'il y a une durée assez longue, pour la prise de décision de la caisse. Concernant maintenant l'envoi des documents en DSN, hein, donc il faut savoir qu'il n'y a plus d'adresse mail. C'est la fin des adresses mail. Dorénavant, il y a un service unique et sécurisé qui vous permet d'adresser vos pièces justificatives et ce service, c'est le compte entreprise. Vous le trouvez sur votre compte Amalie. Vous devez bien entendu activer, pardon, je vais y arriver, je perds mes mots. Vous devez bien entendu activer cette déclaration via un compte administrateur et si vous avez un besoin justement pour l'activation, n'hésitez pas à nous contacter, Marine et moi, pour que l'on puisse vous accompagner dans cette démarche. Et c'est par ce biais-là que vous pourrez du coup nous déposer toutes vos pièces justificatives, à savoir par exemple un acte de naissance ou encore un bulletin de salaire. Nous allons maintenant passer du coup au suivi de vos signalements, puisqu'il faut savoir quand même que le suivi est tout aussi important que le signalement en lui-même, hein, puisque ça va vous permettre du coup de vérifier que le flux que vous nous avez adressé est correct et qu'il a bien été réceptionné auprès de la caisse, hein. Donc c'est pour ça que ça a vraiment une importance. Donc là à l'écran, on voit le tableau de bord, hein, que vous consultez soit via votre logiciel de paie, soit via les pages Net Entreprise sur l'onglet DSN. Du coup, on a le choix entre la DSN mensuelle et le signalement d'événement. Donc là, du coup, il conviendra de sélectionner le signalement d'événement et de cliquer sur la loupe juste ici, à côté des signalements d'événements conformes. Une fois que vous allez cliquer du coup sur cette petite loupe, on va avoir un aperçu donc de vos signalements, hein, sur une période donnée. Donc là, c'est pour une période du 3 octobre au 19 octobre, sachant que cette période peut être modifiée, bien entendu. Et on va vous afficher les certificats de conformité. Donc, pour rappel, ce n'est pas le certificat de conformité qui vous permet de dire que votre signalement est correct. Ça vous indique juste que le flux que vous nous avez adressé est à la bonne norme, mais en aucun cas que le signalement est correct et que nous avons payé. Pour pouvoir vérifier qu'il est correct, il conviendra, à côté du signalement en question, de cliquer sur la petite loupe afin de visualiser un bilan de traitement éventuel. Une fois que vous allez cliquer, donc on va avoir cet écran qui se rematérialise, hein, où nous avons toujours la date ainsi que les références de votre signalement, le certificat de conformité, hein, qui apparaît de nouveau, et ensuite on va avoir tout un cheminement à côté sur le traitement de votre attestation.
Dans l'exemple là, donc on a le contrôle d'identité des salariés qu'on a vu tout à l'heure, donc le bilan d'identification des salariés. Il y a plus de son? Ah, d'accord. Ma collègue m'indique qu'il y avait plus de son, donc je vais reprendre la slide. Je suis désolée, hein, c'est les aléas du direct. Donc je disais, donc là, nous avons dû cliquer sur la petite loupe pour avoir le détail du signalement. Et lorsque nous cliquons du coup sur ce détail, nous avons un récapitulatif du signalement, la date, le numéro, de nouveau le certificat de conformité. Et ensuite, on va avoir tout le cheminement de distribution de votre attestation et de rematérialisation de celle-ci. Donc, nous aurons, comme on l'a vu précédemment, le contrôle d'identité de vos salariés. Donc, c'est le bilan, le BIS, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il y a une réussite de traitement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie par rapport à votre logiciel de paie et les éléments que nous avons en notre possession. Et ensuite, nous avons la préparation des données destinées à la CNAM. Et là, on voit qu'il y a un bilan de traitement avec notification. Donc, dans ce cas-là, il convient de cliquer dessus puisque bien souvent, lorsqu'il y a un bilan de traitement, c'est qu'il y a une information assez significative à vous communiquer. Et là, dans l'exemple, on voit que derrière, il n'y a pas d'autre cheminement et que c'est du coup une anomalie bloquante qui veut dire que nous n'avons pas reçu tout simplement votre signalement. Et bien souvent, lorsque c'est le cas, on vous explique pourquoi et on vous invite à faire une attestation sur Net Entreprise, puisqu'à ce niveau-là, quand ça ne s'envoie pas, c'est souvent lié à l'historique qui n'est peut-être pas remonté. Et dans le cadre d'un signalement qui a fonctionné, eh bien, tout en bas, il y aura encore le cheminement quant à l'attestation en elle-même. Et là, on vous dira qu'elle est payée ou qu'elle est OK. Ou si, par exemple, il y a un compte rendu qui vous dit que le dernier jour de travail est erroné, c'est aussi là-dedans que vous le trouverez. Donc, c'est pour ça que le tableau de bord a aussi une importance particulière, puisque en règle générale, quand une attestation ne nous est pas parvenue ou quand le paiement n'a pas été effectué, vous trouverez la réponse par le biais de votre tableau de bord. Donc, en conclusion, hein, vous faites votre signalement, vous consultez bien entendu votre tableau de bord et si vous avez fait une demande de subrogation, vous consultez BPIJ, donc qui vous permet d'avoir vos bordereaux de paiement d'indemnité journalière. Donc, j'en ai fini du coup avec la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que j'ai été relativement claire. Vous avez à l'écran quelques contacts utiles aussi, voilà, qui peuvent s'avérer importants dans la gestion de vos signalements de tous les jours.